Parce qu'il a pour l'émergence, c'est promis en 2035. Ça, nous sommes dans un mandat qui va finir en 2033, donc pratiquement en 2035. Vous comprenez, c'est le mandat de l'émergence. Quelqu'un ne peut pas construire un pays comme il a fait là, vous dites depuis 42 ans ou 43 ans, et puis à la fin, au lieu de faire la conclusion, vous le poussez. 7 ans, c'est vite passé. Moi, je viens de faire 7 ans, enfin presque 6 ans ici, comme ministre. C'est vite passé. J'ai été nommé hier seulement. Donc, il ne faut pas Vous attendez compromettre, encore un autre mandat? il faut pas compromettre la paix pour un mandat. Oui, bien sûr, j'aspire à grandir. Je suis ministre délégué, j'aspire à grandir. J'ai été ministre délégué sous un ministre d'État qui était comme ma tutelle pour m'apprendre les rouages de l'administration, de la gouvernance. Je suis maintenant aguerri pour diriger un département ministériel. Vous êtes prêt de passer de ministrant à ministre? Eh bien voilà, si vous voulez cette expression favorite que j'ai Merci beaucoup. Lors abordée de il y a votre entretien autrefois. avec le ministre secrétaire général de la présidence de la République, vous avez donc évoqué ces mécanismes pour la réélection du président Paul Biya. Il a 92 ans, 8e mandat. Monsieur Momo, vous qui hier avez chanté rigueur moralisation, hier vous avez chanté ils ont vendu le pays, Paul Oui. Biya est fatigué, il doit partir. Ouais. Est-ce que vous êtes vraiment sérieux au Mais bien fond de sûr. votre âme lorsque vous demandez à un papa de 92 ans de rester au pouvoir? Oui, vous posez la même question qui m'avait été posée en 2018, lorsque j'ai rallié le président Paul Biya, en me demandant si 7 ans plus tard, il est quand même un peu plus fatigué. eh ben, il ne conduit pas les caterpillars, il ne conduit pas les camions, Il il conduit ne plus de casse pas les 30 millions cailloux, de Camerounais. il ne casse pas les cailloux. Pour conduire, ce n'est pas un véhicule. Pour conduire 30 millions de Camerounais, c'est la réflexion, c'est la tête qui compte. Est-ce qu'il a la tête? Oui. Et on vous avait vu, il y a l'autre jour, il a reçu le nonce apostolique venu, n'est-ce pas, lui le saluer au nom du pape, du nouveau pape. Vous avez vu qu'il a bon œil, bon pied, il a la bonne tête. Et d'ailleurs, je vous précise que dernièrement, à la dernière sortie, à la fête, je crois, du 20 mai, beaucoup étaient venus voir s'il était encore vivant. Hein, parce que l'opposition reste quoi que il n'a plus sa tête, il ne réfléchit plus, c'est ça. Et je me souviens que Tomano Damjoya lui a posé la question, j'étais à côté, pour savoir, beaucoup venaient pour savoir s'il est intelligent, s'il réfléchit. Il a répondu. Il répond vraiment, monsieur, je vous dis que le président Paul Biya est capable de conduire ce pays pour le nouveau mandat. D'abord, je dois vous dire qu'il n'est pas seul. Il est avec nous. Et Mais vous faites tout en son nom. En réalité, nous sommes là pour lui. Nous sommes ses bras armés. Nous sommes ses pieds. Nous sommes aussi sa tête. Nous sommes les gens de l'ombre qui donnons, n'est-ce pas, au président les stratégies, les avis. Un chef a besoin des avis. Donc l'élection présidentielle qui arrive, d'abord, et je l'ai écrit dans mon livre, c'est un référendum pour savoir s'il doit continuer ou s'il doit rester, si le peuple rejette le renouveau ou pas. C'est un référendum populaire. Deuxièmement, c'est une élection au scrutin de liste et non au scrutin uninominal. Parce que les gens mettent le président de la République et son âge pour le fragiliser. Parce qu'ils n'ont pas d'autres arguments. Il a la compétence, il a intellectuelle, il a la compétence diplomatique, il a une carte de visite extraordinaire. Donc, qu'est-ce qui lui reste comme handicap? L'âge. Or, l'âge là peut être dilué dans un scrutin de liste. Scrutin de liste, comment? C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le président de la République qui part en campagne pour se battre. Ce n'est pas un homme à la rencontre de son peuple, c'est un homme et une équipe. Laquelle équipe contient dans son sein les membres farouches qui le soutiennent, comme le président du PADEC, comme le PADEC, les militants du PADEC, comme les alliés politiques, on a cité, comme les militants du RDPC. C'est-à-dire que la majorité des Camerounais qui s'est exprimée en 2018 en sa faveur est encore favorable
à ce qu'il continue. La majorité. Nous sommes bien en démocratie. De toute façon, vous ne parlez pas au nom des Camerounais et le vote est individuel. Je parle au Chacun nom saura des qui votait le 12 octobre, sont monsieur le ministre. Sympathisants. Je ne parle pas au nom des Camerounais de l'opposition. Je parle au nom des Camerounais de la majorité présidentielle qui constitue la majorité. Nous sommes majoritaires. Nous savons 71% en 2018. Je parle aux 71% de leur dire, n'écoutez pas les chants, n'est-ce pas, insidieux de l'opposition. Restez, gardez notre majorité. Si nous gardons la majorité de 71% acquise en 2018, nous gagnons l'élection de 2025. Monsieur le ministre, nous sommes dans votre cabinet. Vous avez des collaborateurs. Est-ce que vous les rencontrez régulièrement pour des échanges, pour le fonctionnement de votre département? Je rencontre les collaborateurs quand c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire. Mais sinon, c'est régulier quand même. Nous avons les notes. Oui, nous avons les notes. Vraiment, je n'ai pas besoin d'appeler tel directeur, puisqu'il m'envoie son parapheur. C'est en général, quand dans son parapheur, je ne suis pas d'accord avec la solution qu'il a prise, je peux soit prescrire une position contraire et lui instruire à la respecter, soit je peux l'appeler pour discuter, n'est-ce pas, de son point de vue. Et si je n'ai pas... très souvent, c'est comme ça. Mais si la solution qu'il a proposée à mon adhésion, je ne l'appelle pas. Vous ne l'appelez pas. J'ai plein de directeurs. Moi, je dirige... Vous les connaissez quand même? Mais bien sûr, je coordonne plusieurs directions ici. Pourquoi vous ne voulez pas que je les coordonne? Moi, que je les connaisse. Ils sont quoi? Ils sont à peine 8. Je veux dire les directeurs. Donc, je dirige, n'est-ce pas, je coordonne les activités. Les activités. Donc, ils sont à peine 8. Mais le président Paul Biya vous a nommé en 2019, bientôt 7 ans, monsieur Momo. Oui. Est-ce qu'en dehors des cérémonies officielles, vous avez déjà eu un seul échange avec le président Paul Biya, soit pour parler, puisque vous êtes membre du G20, donc de par votre ossature politique, vous pouvez le rencontrer pour échanger des problèmes politiques de la nation, mais aussi beaucoup plus quand même en tant que ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Est-ce que vous avez déjà eu un seul entretien en 7 ans avec le président? La question est fermée, s'il vous plaît. Oui, non? Je ne peux absolument pas avoir de questions fermées, ok? Vous pouvez poser vos questions. Si vous l'avez déjà rencontré en privé, c'est oui. Si ce n'est pas le cas, non. Fermez vos questions. Quand vous les posez, vous les fermez. Moi, je ne ferme pas mes réponses. Vous ne fermez pas non plus mes réponses. C'est ma liberté d'expression. Avez-vous déjà rencontré en tête à tête vous ne la bloquez pas. Oui ou non? D'abord, votre question est insidieuse. Pourquoi? Oui, je l'entends. Je l'entends raisonner de manière insidieuse dans la rue. C'est une question que vous avez rapportée de la rue. C'est une question que vous avez rapportée de l'opposition radicale à laquelle je ne parle pas au nom de l'opposition, monsieur. Je suis journaliste. Le journaliste est le véhicule de transport de la rumeur publique. OK? Même de l'information. Cette rumeur, elle est donc fondée ou pas, monsieur le ministre? Répondez et puis nous allons avancer. On va avancer. OK? Le journaliste est donc le véhicule du transport, y compris de la rumeur, y compris parce que vous venez pour vérifier si c'est vrai. Est-ce que je l'ai rencontré ou pas? Répondez. Alors, monsieur le président de la République, c'est une étape complètement supérieure. Il a un chef de gouvernement qui s'appelle le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement. Je suis membre du gouvernement de Dion Bouté. Mon chef direct, c'est lui. Ensuite, en tant que ministre délégué, j'ai un supérieur hiérarchique qui est le ministre d'État. Vous êtes dans l'administration, monsieur. Vous voulez sauter les étapes, vous êtes dans l'administration. Vous voulez qu'un ministre délégué saute le ministre d'État, saute le Premier ministre pour aller directement parler au plus haut sommet, au président de la République. C'est dans quelle administration on fait ça? Dans l'administration, vous allez voir qu'un simple subalterne va aller directement voir le directeur sans voir le directeur adjoint qui est son supérieur hiérarchique. Est-ce que c'est comme ça que vous allez construire l'administration là? Alors dites-leur à ces gens que vous envoient dans la rue, poser ce genre de questions, que l'administration ne fonctionne pas comme ça. Le président de la République ne reçoit pas les gens de cette manière-là. Il vous appelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, concernant mes collaborateurs, si j'ai posé un acte et sur lequel il veut attirer mon attention ou sur lequel il veut discuter avec moi pour savoir pourquoi j'ai posé cet acte. Parce qu'il reçoit les notes.
Il reçoit nos notes. Il reçoit les notes, mes notes. S'il voit que dans ma note, il y a quelque chose qui attire son attention, dont il veut creuser, élaborer avec moi, à ce moment, il m'appelle. Mais sinon, il fait comme moi je fais avec mes directeurs. Si je vois qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, moi, je signe le document et je l'approuve. Je signe, j'approuve. OK, quand je signe, j'approuve ce que le directeur fait. Quand je ne signe pas, quand je n'approuve pas, je peux l'appeler. Or, jusqu'à maintenant, il a approuvé tout ce que je fais. Mon supérieur est même d'abord là. C'est lui qui approuve. Alors, nous retenons pour la bienveillance de nos téléspectateurs qu'en 7 ans, pratiquement, vous n'avez pas eu d'échange personnel avec le président de la République. Nous retenons qu'en 7 ans, j'ai des supérieurs qui passent, qui transmettent votre message. Nous retenons que l'administration est structurée, et elle fonctionne normalement. Maintenant, Monsieur Momo, en tant que président du PADEC, membre du G20, qui donnait de votre énergie, de votre temps et de tous vos moyens, comme vous le faites en ce moment sur notre plateau pour défendre le président Paul Biya, est-ce qu'au moins à ce titre, vous avez déjà eu des échanges sur la stratégie, puisque vous avez été reçu par son secrétaire, parce que je rappelle que de part de la présidence de la République, en réalité qui est le secrétaire administratif du président de la République, est-ce que à ce titre encore, ça ne dérange pas au moins? Ça ne dérange pas, tout simplement parce que sur le plan du parti, celui qui gère le parti, c'est le secrétaire général du comité central. Monsieur le Premier ministre, vice-premier ministre Jean Kété. Avec lui, j'ai des entretiens quotidiens. Hein? Et donc, lui, il rend compte au président national de son parti. Avec lui, j'ai des entretiens quotidiens pour discuter de la marche du parti. C'est avec lui, c'est mon collaborateur, c'est mon vis-à-vis. Pourquoi vous voulez que ce soit le président national là-bas? C'est lui, il a quelqu'un. Au niveau du gouvernement, il a le premier ministre. Au niveau du parti, il a le secrétaire général du comité central qui s'occupe sur le terrain des questions liées à la politique. Quand moi je suis fâché sur ou quelque chose comme ça, moi je m'adresse au secrétaire général du comité central pour lui dire le PADEC n'est pas d'accord sur cette position parce que voici ce que vous avez fait, etc. Et on s'accorde. Je suis avec lui au quotidien. Vous êtes ensemble au quotidien. Le PADEC n'a vraiment aucune inquiétude par rapport à ça. Aucun reproche à faire au gouvernement. Merci. Ni au parti. Merci, Jean de Dieu Momo. Nous allons donc évoluer dans cette émission de Sans Tabou que vous regardez sur Naya TV. Nous recevons donc le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Il est également le président national du PADEC. Nous parlons de l'élection présidentielle à venir dans cette première partie. Monsieur Momo, lorsqu'on regarde le président Paul Biya et sur la base de tout ce que vous venez d'expliquer, est-ce qu'au fond, vous ne détestez pas le président de la République? Nous sommes tous africains et en Afrique, lorsqu'on a un certain âge, lorsqu'on voit la population, le dynamisme de sa population, on se dit, le président en tant que grand sage, grand conseiller, c'est ce que Dieu lui a donné, il mérite se reposer aussi. Il se repose pourquoi? Il a une charge. Il a sa croix comme Jésus-Christ a porté la sienne. Quand on a une charge de porter le Cameroun, on n'a pas le droit au repos. Il n'a pas le droit, ce serait de la haute trahison s'il abandonne la charge que le bon Dieu lui a confiée. Vous croyez que le bon Dieu confie les charges comme ça à tout le monde? Il est président parce que le bon Dieu a voulu qu'il soit président. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait même placé là-bas? Du temps d'Aïjo, il y avait les ministres plus puissants que lui. Il y avait les ministres plus visibles que lui. Mais c'est lui que le bon Dieu a choisi. C'est la volonté de Dieu. S'il refuse, et nous le lui avons dit, quand il hésitait, que monsieur, vous avez la responsabilité de conduire ce peuple jusqu'au bout. Sinon, ce serait une haute trahison. Vous ne pouvez pas aller, vous avez promis l'émergence en 2035. Nous sommes à la porte de 2035. Vous ne pouvez pas abandonner. Vous ne pouvez pas abandonner les troupes au front. Et le général abandonne les troupes au front, ce n'est pas la lâcheté, ce n'est pas la haute trahison. Il peut. Bon, maintenant, sur un plan africain, vous, M. Kamga, quand votre grand-père, vous lui dites d'aller se reposer au village, vous n'allez pas vers lui toujours? Il est toujours au village. Il est au village depuis. Mais vous croyez, le village est virtuel. Le village aussi, c'est Etoudi, non? Vous croyez que Etoudi, ce n'est pas le village? Vous voulez seulement que le village soit en Vormeka. Le village, c'est aussi Etoudi. Le Cameroun a ses villages un peu partout. Etoudi, c'est un autre village. Qu'est-ce que vous croyez?
que le village est seulement allé à Bamako. Non, il est au village. Il est tranquillement là, à étudier au village. Et il reçoit. Il a reçu le nonce apostolique pour lui prodiguer des conseils. Il nous reçoit pour nous prodiguer des conseils, des orientations, pour dire faites ceci, faites cela. Il nous oriente. Et nous sommes sur le terrain pour faire sa politique. Pourquoi vous dites qu'en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui se brûle? C'est parce que le vieillard a atteint un sommet de la sagesse, que nous prions tous pour qu'il ne meure pas. Nous prions tous. Et pourquoi au Cameroun, j'ai le sentiment qu'on prie que le président meure, ou qu'il parte, qu'il quitte? Non, 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 non. Est-ce que c'est vraiment en rapport avec la philosophie africaine qui sacralise le vieux? Vous trompez. La démocratie occidentale, là, est en train de nuire à la jeunesse africaine qui prend la bénédiction en pensant en mal à son grand-père, à son père, à un vieillard. Au lieu de le respecter, le vieillard en Afrique est respecté, vénéré, vénéré. On ne lui dit pas d'aller se reposer, d'aller mourir. Parce qu'aller se reposer là, j'entends que tu ne peux pas mourir là, va mourir. Va qu'on t'enterre. Non, le PADEC peut se porter candidat. Jean de Dieu Momo, il devient président de la République et il va demander conseil à Paul Biya Mvomeka. Oui, ça c'est une possibilité. Mais pourquoi remplacer quelqu'un qui est plus fort que moi? Est-ce que je serais un patriote? Est-ce que j'aime le Cameroun? Et je sais que quelqu'un est plus fort que moi, que Paul Biya est plus intelligent que moi, qu'il a une carte de visite qu'il a une influence mondiale que je n'ai pas. Moi, Momo, je prends la République là, en la place de Paul Biya. Vous-même, vous allez accepter. Vous allez trouver que je suis un patriote. Oui. Non, je ne suis pas un patriote. Parce que je ne peux pas laisser le meilleur pour choisir le moins meilleur. Donc vous dites qu'en dehors de Paul Biya, personne d'autre n'est intelligent pour gouverner le Cameroun, pour diriger le pays. Personne n'a sa prestance. Personne n'a ses qualités. Regarde, M. Kamga, moi, opposant radical hier, presque révolutionnaire, présent dans tous les coups fourrés, signataire de toutes les oppositions du radicalisme, il n'a pas tenu compte de ça. Il aurait été vindicatif que je serais même en prison, ou peut-être mort, dans un cimetière, enterré. Il m'a nommé ministre délégué. Issa Chiroma, qui vient de démissionner, a été un opposant radical vindicatif. Le moment de le nommer venu, il l'a nommé. Il ne tient pas compte de nos lubies, de nos faiblesses, de nos oppositions irréfléchies. Il veut tirer le meilleur de chacun pour gouverner. Combien de présidents feront comme lui? J'en connais que si vous le mettez là-bas, ils vont mettre tout le monde en prison. J'en connais que si vous les placez un peu là-bas, ils vont régler les comptes à tous ceux qui les ont insultés quand ils étaient étudiants. Or, Paul Biya, lui, il ne fait pas attention à ça. Il ne fait pas attention à vos colibets. Parce qu'il est sage. Oui, c'est d'une sagesse. Ça dit qu'il faut atteindre un haut niveau. Moi, c'est ce que je suis en train d'apprendre, monsieur. C'est pour ça que je vous ai dit, vous avez dit votre émission est sans tabou. J'aurais pu la refuser. En raison des initiés avec votre journal. Des initiés que j'entends, ça dit que les mots que votre Jean-Paul Tagne, Jean-Bruno Tagne dit contre moi, par exemple, vous voyez, j'aurais pu dire non, cette télé-là, elle est hostile à Momo. Hein? Nous ne sommes hostiles à personne. Non, non, je suis en droit. Hein, quand j'entends ce qu'on dit en privé sur moi, quand je lis ce qu'il écrit sur moi, j'aurais pu dire, mais là, c'est privé, une télé de Jean-Bruno Tagne, moi je ne veux pas. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, votre sang-froid que vous avez gardé, vous l'apprenez du président Paul Biya. Oui, je suis en train d'apprendre à recevoir, encaisser tous les colibets, toutes les injures. D'accord? Il y en a qui me vouent à tous les gémonies. Il y a même des amis qui m'ont même porté plainte. Mais ça n'empêche que je leur demeure fidèle en amitié. Vous comprenez? Nous allons évoluer dans cette émission. J'ai des amis d'enfance, des camarades d'enfance. Regardez, même Zébazé Benjamin, c'est mon ami d'enfance, mon camarade. Mais lui et moi, on est chien et chat. Mais quand on est au village, on oublie ça.
On ne parle pas de ça. Donc, j'apprends vous faites la auprès- part des choses. Oui, on fait la part des choses. On fait la part le- des choses, le nous allons président évoluer. Paul Biya fait la part des choses. Merci. Il n'y a pas meilleur président que lui, à mon avis. Moi, j'ai été son opposant radical. Et je dis, papa, je vous donne les mains. Parce que la façon d'encaisser, sa façon d'encaisser est tout simplement extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous avez parlé tout à l'heure de Issa Chiroma Bakari qui a démissionné du gouvernement. C'était le 24 juin dernier. Le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, Bello Bouba Maïgari, s'est également retiré. Sous d'autres cieux, vous avez dit, vous, la démission n'entre pas dans votre tête. Comment est-ce que vous avez apprécié la démission de ces membres du gouvernement qui, comme vous l'avez dit, étaient opposants hier, se sont ralliés et aujourd'hui se retirent? Disons que dans un premier temps, j'ai été choqué par la démission de Issa Chiroma. Mais après réflexion, je l'ai comprise. De tout temps, il a toujours dit que le jour qu'il est là pour le président Paul Biya, il a toujours dit qu'il est là pour le président Paul Biya et n'est pas là pour le RDPC. Et donc, qu'il ait démissionné pour être candidat à la présidentielle m'apparaît tout à fait normal. C'est le jeu de la démocratie. Il n'était pas enfermé. Il a accompagné le président Paul Biya, mais il n'est pas enfermé. Celle de Bello Bouba, je la comprends encore davantage. Il a toujours été candidat. Et sa base lui dit, non, vous êtes notre candidat, vous serez toujours notre candidat. Donc, ce sont des démissions normales. Ce sont des chefs de parti politique. Vous comprenez? Moi aussi, j'aurais pu, si j'avais réuni les mêmes conditions que, c'est-à-dire, si j'ai des élus, par exemple, vous auriez pu être en droit d'attendre que je démissionne pour présenter ma candidature, si je mesurais que mes forces seraient victorieuses. Ou opposables. Oui, opposables à celles, n'est-ce pas, du président Paul Biya. Mais j'estime que mon capital électoral est infiniment petit pour affronter le président Paul Biya. Donc, quand quelqu'un te dépasse, tu portes son sac. Je porte donc son sac. Je l'accompagne dans sa quête, dans sa trajectoire, et je reçois les retombées politiques de l'accompagnateur que je redistribue à mes militants. Donc, c'est un contrat gagnant-gagnant. Je gagne, il gagne un allié, je gagne en étant son allié, et mes militants gagnent en retombées qu'ils me donnent pour redistribuer à mes partisans. Donc, et si les militants du PADEC faisaient autant que ceux de l'UNDP ou du FSNC, vous démissionnerez du gouvernement? Disons que c'est une question d'explication. En 2018, on s'est retrouvé dans ce chapitre que vous évoquez là, où certains militants disaient qu'il fallait que je sois candidat. Et d'autres estimaient que nous ne pouvions pas gagner. Et nous avons donc opté pour soutenir le chef de l'État. Il y avait ceux qui voulaient qu'on soutienne le MRC, le frère du village, etc., pour toutes des raisons un peu tribales, tout ça. Et nous, on s'était dit, on n'est pas un parti tribal, on est un parti de la République, on est républicain, on veut le meilleur pour le Cameroun. Donc, on avait choisi de soutenir le président Paul Biya. Même si cette opposition à l'intérieur de notre camp était venue à jour aujourd'hui, nous aurions fait le même choix, c'est-à-dire de soutenir le chef de l'État, quitte à ce que ceux qui sont contre nous, c'est-à-dire que s'ils ont été minoritaires, démissionnent comme ils ont démissionné. Mais ceux qui ont démissionné en 2018 sont tous revenus. Et cette année, il n'était même pas question que nous puissions affronter le président Paul Biya. Tout le monde est unanime de soutenir le président Paul Biya parce qu'eux, ils voient les redistributions. Le parti politique, c'est pour la conquête du pouvoir. La conquête du pouvoir, ce n'est pas seulement la chaise, le fauteuil présidentiel. La conquête du pouvoir, c'est aussi un poste de ministre délégué où on peut avoir des retombées du soutien, des récompenses politiques à redistribuer, n'est-ce pas, à sa base. Est-ce que Jacques Ndongo est tribaliste? Comment le saurais-je? Je ne crois pas. Parce qu'il soutient son frère du village. Non, je ne crois pas qu'il soit tribaliste, non. Parce que vous venez de dire dans vos propos que soutenir votre frère du je village vous ai relève dit. du tribalisme. Non, c'est pas Monsieur le ministre, est-ce que posez les questions et laissez-moi répondre. C'est pas ce genre de propos justement qui distrait l'opinion, bien évidemment. Et j'ai dit, et je suis encore présent ici sur votre plateau, vous avez dit sans tabou. Ce n'est pas donc pour me piéger. J'ai dit, et je répète, que lors de nos discussions,
il y avait ceux qui disaient qu'il faut soutenir le frère du village. Ah, c'est clair. Est-ce que j'ai dit que c'est le padre qui a dit que ça? Soutenir le frère du village, est-ce un acte tribaliste? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais la politique ne se réduit pas au frère du village. La politique nationale ne doit pas se réduire. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été mis en minorité. Ils ont perdu. Ils se sont fâchés. Ils ont démissionné. Mais aujourd'hui, ils sont revenus en disant « Ouais, papa, c'est toi qui avais raison. » Moi aussi, je peux me tromper, comme je m'étais souvent trompé. Et quand vous réalisez que vous êtes trompé, ne tournez pas en rond. Revenez sur le bon chemin. Ils sont tous revenus à la maison. Et nous sommes contents d'avoir leur soutien aujourd'hui, leur appui. Même ceux qui ont perdu les postes. Je leur ai dit « Vous avez perdu votre poste. Quelqu'un a déjà pris. » Comme on dit au Cameroun, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Donc, ils ont perdu, mais j'ai essayé de les réhabiliter dans d'autres postes de responsabilité. Oui. Bien évidemment, le corps électoral est déjà convoqué. Il y a donc cette mouvance d'ex-alliés qui regagnent l'opposition. Lorsque vous regardez tout ce qui se trame aujourd'hui de part et d'autre, est-ce que vous n'avez pas peur que votre alliance perde l'élection présidentielle du 12 octobre? Non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, je crois que notre alliance a le vent en poupe. Notre alliance ne peut pas perdre l'élection du 12 octobre. Pour la simple raison que, moi, le candidat que la presse occidentale et nationale présente comme le challenger, depuis est sous les ténoirs, depuis 2 semaines est sous les ténoirs. Vous parlez de qui? De Maurice Kamto. La presse internationale, quand je regarde France Inter, RFI, quand je lis la presse nationale, quand je lis dans les réseaux sociaux, c'est le candidat du MRC qui était présenté comme le challenger. Donc c'était une opposition entre le premier de 2018 et le second de 2018. Oui. C'était un challenge. Or, vous avez pu constater que depuis la démission de Issa Chiroma, de Bello Bouba, depuis l'annonce de leur candidature, Maurice Kamto est sous les ténoirs complets. Il n'est pas audible du tout. Il essaie de se battre, de faire des publications que personne ne lit plus. Parce qu'on est tous concentrés maintenant sur les nouveaux acteurs qui sont arrivés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'électorat de cette opposition-là est en train d'être dilué parmi plusieurs candidats. Tandis que la majorité présidentielle de 71% reste tranquillement soudée auprès du président de la République. Tout en essayant de grappiller l'opposition, dans l'opposition. Vous comprenez? Donc, de cette façon-là, vous regardez qu'en 2018, eux, ils étaient candidats déjà. Les tous ça étaient candidats. Donc, c'est les 71% que nous devons préserver. Moi, je suis dans les 71%, comme en 2018. Je m'adresse aux 71% de ne pas fléchir, de rester mordicus avec notre champion. Et au besoin, on grappille maintenant. Et en face, vous dites à ceux qui sont perdus entre Kamto, Bello Bouba, Chiroma, Cabral, de voir. Pour que nous gagnions à plus de 71%. Pour que nous passions de 111% à 80%. Nous allons gagner de 71 à 80%. Pour la simple raison que le principal challenger, si on en croit la presse occidentale, Maurice Kamto, donc du MRC, n'ayant pas participé à l'élection de 2020, n'a pas de représentant possible. Et donc, le MRC ne pourra pas le présenter comme candidat. Et s'il prend un parti Yango, comme on dit, un parti Tarsi, il ne pourra pas avoir l'adhésion de toute la totalité des militants du MRC. Donc, il sera fragilisé. Il n'aura plus les 14%. Il descendra entre 5 et 10%. Il descendra chez les candidats. Ensuite, le MRC vient d'introduire un recours au Conseil constitutionnel pour contester la convocation du corps électoral. En fait, il dit clairement que le corps électoral convoqué n'existe pas. Voilà, c'est ce qu'il dit. D'accord? Alors, vous ne pouvez pas dire cela en tant que formation politique, parti politique, MRC, et venir investir un candidat au cours de la même... vous êtes d'accord avec moi, non? Ce serait une incongruité que vous alliez au tribunal et que par derrière, vous allez aller comme déposer un dossier de votre candidat, alors que vous avez introduit un recours. Ça veut dire que vous acceptez, vous n'êtes pas en cohérence avec ce que vous avez déposé. Donc, le MRC, il reste 6 jours, il ne va pas déposer de candidat. Et vous êtes content? Et je suis content parce que je viens d'éliminer
un adversaire sur tapis vert, sans combat, sans aller l'affronter. Et les autres vous font moins peur. Et ils me font moins peur. Parce que je connais les résultats de 2018. Je le conseil de ça, que gagner ça. Moi, je grappille maintenant les voix du MRC de 2018. C'est 14%. Je prends peut-être 10% dedans. OK? Pour ajouter à nos 71%, ça nous donne 81%. Ça s'appelle les mathématiques électorales, monsieur. Ça nous donne 81%. Et les 4% qui devaient rester au MLC seront dilués entre le Akeremuna, Belobouba, Issa Chiroma. Nous aurons pris le gros là-bas. Voilà comment je vois notre avenir politique. Plus rayonnant encore. Rayonnant. Et vous souriez. Et oui, je souris parce que ça me fait une fois du coup passer ministre, ministre plein, peut-être ministre d'État, qui sait, on peut rêver. Hein? Donc on est à un moment où de toute façon, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, Jean Merci. de Dieu Momo. Vous êtes ministre délégué à la justice et Pas plus vous pour longtemps. venez... Plus pour longtemps. Après le 12 octobre, je vais à l'étape supérieure. Merci, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Non, c'est logique, Vous c'est avez logique, évoqué c'est logique. le mandat impératif avec l'article 15 alinéa 3 de la Constitution. Le MRC qui quand même récemment a présenté des conseillers municipaux, députés suppléants. On va rapidement passer dessus parce qu'on ne doit pas refaire les coups de droit ici. Bon, voilà. Non plus, nous ne sommes Voilà. pas les agrégés qui ont déjà tablé Voilà. longuement sur la question. C'est ça. Mais vous, de votre posture Ouais. de garant aussi des textes de la justice de notre pays, faut-il s'attarder sur ces éléments pour éliminer un candidat que vous redoutez? Non, je ne Monsieur le Kamto. redoute pas. On ne peut pas, un candidat, je ne redoute pas 14%. Quand j'ai 71%, je ne redoute pas 14%. L'expérience politique, et je suis un politicien, montre que à la première présentation à une élection, on a l'espoir, on suscite l'espoir. Donc on a le maximum de suffrages. Le monsieur Kamto, sa première élection présidentielle, c'est 2018, avait le maximum d'espoir porté sur lui. Il a eu 14%. La seconde présentation, regardez tous les candidats, la seconde présentation à une élection, vous baissez. Vous ne pouvez plus avoir les 14%. Vous baissez, vous tombez. Parce que les gens sont déçus. Les gens qui avaient espéré que vous alliez gagner ont trouvé que vous n'avez pas fait. Regardez depuis Fundi, regardez tout le Bello, les Damjoya. Regardez, faites la lecture de tous ceux qui se sont présentés à la première fois. Pour la première fois. Ils ont le score exponentiel. À la deuxième fois, ils tombent. À la lecture justement de tout ce que vous présentez, comment est-ce que vous pouvez expliquer cette dégringolade, selon vous, du mouvement pour la renaissance du Cameroun? C'est logique, c'est la déception. Les gens ont eu de l'espoir, de l'attente. On espérait qu'il va faire mieux que les autres. Et malheureusement, il a fait pire que les autres parce que... Pourquoi a-t-il fait pire à votre avis? Parce que ce sont ses principaux lieutenants qui ont commencé à l'abandonner. Les Penda et Koka, paix à son âme. Les Paul-Éric Kingé, paix à son âme. Les maîtres Ndoki, qui est encore là, mais qui le critique ouvertement. Les Célestins Jamen, qui le vomissent. Donc, quand vos principaux soutiens vous détestent, vous attendez quoi de l'électorat qui ne vous connaît pas? Quand les gens qui ont dormi avec vous, qui ont mangé avec vous, vous détestent, ça veut dire qu'ils vous ont percé à jour. Ils vous connaissent. Ils ont dormi avec vous, ils ont mangé avec vous, ils vous connaissent. Vous êtes dans le système, vous connaissez les méandres de la politique au Cameroun. Beaucoup se posent quand même cette question et nous avons la chance de vous avoir aujourd'hui. Nous vous la posons. Est-ce que Maurice Kamto est un pion du régime pour distraire l'opinion? Oh, je ne crois pas. Je ne pense pas. Personnellement, je ne pense pas que ce soit un pion du régime pour distraire l'opinion. Non, c'est un professeur d'université de talent. J'ai toujours aimé répéter que j'ai lu son livre du droit processuel en droit administratif. Parce que lui et moi, on n'est pas de la même branche. Moi, je suis du droit privé. Lui, il est du droit public. Et dans sa branche, il a écrit un livre qui est intéressant. Ça dit qu'on peut être avocat partout, n'est-ce pas? Mais chacun a une branche. C'est comme les médecins.
Il y a les gynécologues, il y a les Donc, même en dentistes, il y droit, a les c'est comme ça. spécialités. Oui, non. Donc, même en droit, c'est comme ça. Lui, sa spécialité, il est bon dans sa spécialité. Moi, je suis pénaliste, je suis avocat pénal international. Revenons sur le comme champ vous savez. politique. Voilà. Donc, sur le champ politique, il n'a pas véritablement, comme aurait dit le professeur Joseph Oonapé à son âme, le politicien a décoiffé le professeur. Parce que, ou vous le contraire, je ne sais pas trop bien ça, il voulait dire que le professeur, qui était grand, qui était respecté, s'est dévoyé un peu en politique. Vous comprenez? Par exemple, je prends un exemple tout de suite. Voilà un professeur qui vient sur le champ politique faire de l'expérimentation juridique. Il est en train de faire de l'expérimentation juridique en matière de mandat impératif. C'est l'expérimentation juridique qu'il veut faire. Comment on veut préparer sa thèse, on fait ses recherches, non. Maintenant, le même fait de l'expérimentation juridique en se